Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Alors, je voulais faire une vidéo par rapport à l'information lorsqu'elle est tombée, mais je voulais attendre un petit peu dans le temps pour savoir comment les médias allaient percevoir la chose. Et force est de constater que c'est assez amusant comment on réduit les choses pour servir la soupe idéologie. Je veux parler de la nomination, enfin, de celle qui est devenue la colistière de Joe Biden et qui, si Joe Biden est vainqueur, deviendra la vice-présidente de Joe Biden. Je veux parler de Kamala Harris. Alors Kamala Harris, si vous êtes présent sur cette chaîne depuis maintenant, allez, on va dire 1 an, c'était une de mes préférées avec Tulsi Gabbard. Pour moi, c'était les deux personnes qui représentaient le nouveau souffle du Parti démocrate pour tourner la page des vieux de la vieille, pour tourner la page des ténors du Parti démocrate. Sauf que c'est mal, évidemment, connaître comment fonctionnent les partis politiques aux États-Unis, puisque c'est l'argent qui est roi. L'argent qui est roi, c'est la raison pour laquelle Joe Biden, qui était très mal parti lors du début des primaires, finalement a repris du poil de la bête, essentiellement avec un petit coup de pouce, on va dire, non dénué de sens, parce que Joe Biden, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est celui qui va récolter la plus grosse timbale, ça veut dire la plus grosse somme d'argent, de dons que le candidat démocrate pourra récolter pour aller jusqu'à la présidence, la présidentielle. Et donc de ce fait, pour moi, c'était évident que même si Joe Biden n'était pas le meilleur candidat, même si pour moi il était trop vieux, et même si pour beaucoup d'Américains, je dirais même pour les 2/3 des Américains démocrates ou qui se reconnaissent en tant que tels, ne voulaient pas de Joe Biden. Mais seulement comme l'argent parle toujours en premier lieu, le Parti démocrate avait déjà la confiance d'un certain nombre de donateurs pour savoir que Joe Biden était le candidat parfait, parce que non seulement il permettait de jongler sur la nostalgie d'Obama, puisque je rappelle pour ceux qui n'auraient toujours pas, qui ne se souviendraient pas de la chose, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama pendant ses 2 mandats, et donc de ce fait on a cherché évidemment la nostalgie obamacienne, si je puis m'exprimer ainsi, pour tout simplement le mettre en lice. Sauf que le problème, c'est que Joe Biden, il a quand même plus de 70 ans, et puis récemment, la plupart des apparitions, des interviews qu'il a faites, etc., on peut dire que dire qu'il est un peu sénile sur les bords n'est pas exagéré. En effet, de temps en temps, il a malheureusement dérapé dans certains de ses propos, essayant de capter l'attention ou l'intérêt de certaines communautés. Il en a omis la considération envers d'autres. Enfin, bref, c'était plutôt mal barré. Donc, il fallait impérativement trouver une solution pour relancer un petit peu la campagne. Et je pense très sincèrement que les ténors, ceux qui sont les purs et durs du Parti démocrate qui imposaient Joe Biden comme ils avaient imposé Hillary Clinton en 2016, se sont fait tout simplement doubler, c'est-à-dire que je pense que Barack Obama, qui n'a pas réussi à rendre plus dociles les philanthropes de gauche qui financent BLM et plus particulièrement M. Soros, a décidé tout simplement d'aller chercher la bouée de secours, la bouée de sauvetage, c'est-à-dire d'essayer de trouver, de placer un candidat colistier qui aurait, je dis bien, l'intérêt de faire revenir la population démocrate, la population progressiste, vers un intérêt d'aller voter et peut-être récupérer toute cette frange de l'électorat américain qui ne veut pas de Joe Biden. Kamala Harris, évidemment, était la cliente parfaite. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, et vous allez voir pourquoi je dis au début de ma vidéo que je trouve quand même formidable, parce que je voulais attendre un petit peu de voir comment on traduisait les choses, mais du coup, ça m'a pas déçu, tout simplement parce que Kamala Harris, c'est quand même un personnage qui, sur certains sondages internes à la DNC pendant la primaire,
était de ceux qui avaient beaucoup d'intérêt, beaucoup d'avantages d'attirer l'électorat démocrate. Je vous lis avec Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard était également une femme. Je crois qu'elle est issue d'ailleurs d'une famille hispanique, mais surtout parce que c'est une vétérante, c'est une militaire, et donc c'était l'occasion pour les démocrates d'essayer de capter l'électorat déçu, républicain, conservateur, mais patriote, et d'essayer de récupérer cet électorat. Sauf que c'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, les démocrates visent essentiellement l'électorat communautaire. Et dans l'électorat communautaire, c'est évidemment l'électorat afro-américain et l'électorat hispanique ou d'origine hispanique, parce que même si les démocrates savent qu'ils ont un électorat acquis dans la plupart des grandes agglomérations et des grandes villes américaines, ce n'est malheureusement pas suffisant, surtout dans les États qui ont le plus grand nombre de grands électeurs. Vous savez, je ne vais pas revenir dessus comment fonctionne l'élection américaine, mais très clairement, Kamala Harris, étant donné qu'elle a une peau mate, et bien évidemment, tout de suite, on lui a collé l'étiquette d'afro-américaine. Alors que Kamala Harris, qui je le rappelle est une avocate de base, qui a été très motivée dans cette vocation parce qu'elle-même avait subi quelques discriminations lorsqu'elle était gamine, alors que finalement, elle n'est pas une afro-américaine. Elle est née d'un père jamaïcain, et d'ailleurs, je pense que si elle se prétend être une native, elle ne dit pas qu'elle est une afro-américaine, elle se sent plutôt amérindienne, comme on pourrait le dire en français, pour la simple raison que certainement que son père, qui lui par contre, en effet, peut tout à fait adapter le profil afro, on va dire, mais il vient de Jamaïque. Alors vous savez, la Jamaïque, comme un grand nombre d'endroits, ce sont des territoires dans le Nouveau Monde dans lequel on a utilisé des esclaves, et par conséquent, vous avez des afros, aussi bien dans des pays latins, Colombie, Pérou, comme aussi Brésil, qui sont des descendants aussi d'esclaves. Sauf que Kamala Harris, donc elle est un père qui a une très bonne carrière d'ailleurs, je crois, de conseiller, je crois conseiller en économie, qui donc lui apparemment serait par contre d'une origine native. Alors je ne me souviens plus du nom des natives de cette région du Nouveau Monde, de cette région d'Amérique, mais il se peut qu'en effet il ait du sang de natifs. Donc c'est pour ça que Kamala Harris ne se considère pas véritablement comme une afro-américaine, mais plutôt comme une amérindienne, comme une native. Et sa mère, sa mère est une indienne qui était une chercheuse en cardiologie, je crois. Donc c'est une métisse. Au même titre que Obama était un métis. Puisque je rappelle que Barack Obama, même si sa morphologie est tout à fait conforme à une morphologie, à une couleur de peau afro-américaine, Barack Obama est un métis. Alors lui, par contre, en effet, il a une ascendance ascendance noire-africaine, puisque son père était kényan, et par contre sa mère était une américaine blanche, de Hawaï, je crois. Mais ça, donc à partir du moment où vous avez un couple qui donne naissance à un enfant et que les deux couples, les deux personnes qui forment le couple sont d'ethnies différentes, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est ethnie, on ne va pas utiliser race, parce que race, aujourd'hui c'est pratiquement un mot qui va disparaître du dictionnaire, c'est nauséabond. Donc on parle de métis, même si l'enfant prend plus les traits physiologiques du père ou de la mère. Pour la petite anecdote, par exemple, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de gens qui se considèrent afro-américains, mais qui en réalité s'octroient cet héritage parce qu'ils sont issus soit d'un père ou d'une mère, en effet, afro, noire, africaine, ou issus de familles de l'esclavage, ou issus d'une famille de l'immigration récente et contemporaine, donc ils se considèrent en tant que tels, mais
sincèrement, on voit bien que ce sont des métis, parce qu'il y a eu à un moment donné une mixité par des mariages ou des couples, soit avec des blancs, soit avec des asiatiques, soit avec d'autres cultures, d'autres ethnies à travers le monde, etc. Évidemment, dans leur morphologie, ils ont parfois le teint un petit peu plus clair que le teint vraiment très noir africain. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous ces phénomènes de métissage, au point que vous avez une actrice, alors je ne me souviens plus de son nom, je vous la mets là avec son nom juste à côté, parce que ma mémoire parfois me fait défaut, qui s'est excusée récemment, parce qu'elle se considère que justement comme étant une métisse, elle n'était pas suffisamment noire pour interpréter le rôle qu'elle a joué sur la biopic de Nina Simone. Vous voyez jusqu'où aujourd'hui la racialisation primaire, c'est la racialisation primaire, en est. Et au point que, même dans la presse française, mais dans les médias français, eh bien, on présente Kamala Harris comme étant une afro-américaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a le teint de peau mat, ou le teint de peau noir, eh bien, c'est une afro-américaine. C'est-à-dire que même à la limite, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'aux États-Unis, vous avez très souvent une grosse confusion qui est faite avec des gens qui ont en effet la peau noire, et qui ne sont absolument pas des Afro-Américains, ce sont des Indiens. Des Indiens, donc des Pakistanais, etc. Alors que c'est des Asiatiques, hein, c'est pas des Afro-Africains, qui n'ont rien à voir avec, évidemment, toutes les descendances en matière de famille, d'esclaves, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays latins de l'Amérique. Donc c'est ça qui est assez dramatique finalement, c'est qu'on est bien aujourd'hui dans cette idéologie de racialisation et de mettre un petit peu en opposition les choses, c'est-à-dire utiliser l'image d'une personne pour essayer de capter un électorat communautaire. Et c'est un peu le problème d'ailleurs des pays anglo-saxons en général, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui se sont construites souvent sur ce qu'on appelle le melting pot. Alors le melting pot qui est très souvent pris comme exemple par les multiraciaux, c'est-à-dire la capacité dans une société d'avoir un vivre ensemble. Sauf que le vivre ensemble est très très superficiel, c'est-à-dire que oui, les gens peuvent vivre ensemble en société, peuvent vivre ensemble dans une entreprise, peuvent travailler ensemble, mais ne partagent pas les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vivent dans des aspects communautaires. Alors certains me diront, oui, non, c'est faux, regarde aux États-Unis, dans telle ville, à New York, etc. Oui, dans les milieux urbains, qui sont des milieux ultra progressistes, il y a une mixité, en effet, une mixité sociale, comme on pourrait dire, mais une mixité culturelle, elle est très très rare. Si ce n'est prendre le pli d'une culture américaine, c'est-à-dire la culture de la société de consommation, de l'ascension sociale, etc. Ce qui fait que même au sein de la communauté afro-américaine, eh bien, vous avez une partie d'afro-américains qui ne voteront jamais démocrates, qui voteront conservateurs, parce qu'ils ont une échelle sociale où ils sont plus dans un ultralibéralisme ultra-conservateur, donc ils voteront Donald Trump. Donc, vous voyez, c'est souvent la catégorie sociale qui détermine le choix du vote ou l'opinion politique ou idéologique. Ce n'est pas, même si en effet, il y a des communautés qui sont plus sensibles à d'autres, à des phénomènes de pauvreté, d'appauvrissement, de précarité, etc. Mais ça, voilà, après, ça a des explications un petit peu plus profondes dans le phénomène de société. Je peux vous donner un exemple. Si aujourd'hui, dans les universités, vous allez dans des universités privées, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de plus en plus d'étudiants qui viennent d'Inde, qui viennent du Pakistan, ou qui viennent de certains pays asiatiques, tels que la Corée, par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont souvent des enfants dont les parents ont les moyens de payer des études aux États-Unis. C'est-à-dire que ce sont souvent des parents qui veulent que leurs enfants aient des diplômes de grandes universités spécialisées aux États-Unis. Et évidemment, ces universités-là aujourd'hui, quand elles font une sélection des candidats, une sélection des étudiants qu'ils vont intégrer, elles ne le font pas par les compétences, ils le font
la capacité de financement. Moi je sais, j'ai des personnes qui travaillent qui sont professeurs dans les universités et qui regrettent aujourd'hui que depuis quelques années, il y a un basculement, c'est-à-dire que très souvent, eh bien, parce que l'étudiant paye énormément d'argent et parce que les parents derrière font énormément de chèques pour pouvoir permettre à leurs gamins pas seulement d'étudier, mais d'avoir un diplôme, mais aussi à terme de rester aux États-Unis, eh bien, on leur file pratiquement le diplôme. C'est-à-dire que moi, j'ai un professeur en informatique, développement et recherche analytique qui m'a dit sur même les examens, des fois, on nous demande de faire des examens relativement soft et pas de faire des trucs compliqués, parce qu'il faut qu'il y ait un taux de réussite au diplôme suffisamment élevé, parce que derrière aussi, les universités, c'est leur argument de promotion, hein, c'est de donner des résultats de 70-80% de taux de réussite dans telle branche, dans telle branche et dans telle branche, et ben ça attire évidemment les regards, c'est un argument de vente pour ces universités, pour avoir l'année suivante des étudiants qui vont vouloir étudier chez eux et qui sont prêts à déclaquer 45, 50, 60 000 $ par an. Donc, quand c'est pas plus élevé, hein, suivant les niveaux d'études que vous faites. Donc, encore une fois, et je vais juste terminer pour les universités, même les Afro-Américains aujourd'hui, il existe aux États-Unis des universités destinées aux Afro-Américains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de construire des universités communautaires, c'est-à-dire des universités où ils vont essayer de trouver de l'excellence pour essayer d'attirer un certain nombre d'étudiants majoritairement afro-américains, même si officiellement ça n'existe pas, même si officiellement il n'y a pas de sélection à la couleur, mais on laisse faire, on a beaucoup de souplesse par rapport à ça, parce que ça permet de légitimer et d'expliquer que, bah oui, un afro-américain dans tel état, eh bien il peut étudier, il peut faire des études supérieures, parce qu'il a une université qui au moins est prête à l'accéder à cause de sa couleur. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, et de ce fait, je reviens donc à cette communautarisation de la société américaine. Donc, sur un point de vue électoral, c'est-à-dire pour séduire de l'électorat, eh bien aux États-Unis, les politiciens sont obligés de caresser dans le sens du poil de l'électorat communautaire. En 2016, il faut savoir que l'administration Obama a demandé au service des migrations d'accélérer et de réduire les temps de naturalisation des latinos qui ont fait la demande de naturalisation. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me suis retrouvé qu'un an de retard pour ma régularisation, parce qu'ils ont mis en priorité les hispaniques avant les élections, parce que forcément les hispaniques, majoritairement, sont des gens qui votent plutôt progressistes que conservateurs. Encore une fois, ça dépend aussi de l'échelle sociale. Vous avez beaucoup d'hispaniques, beaucoup de latins qui ont réussi dans la société américaine, qui sont aujourd'hui des notables, qui sont aujourd'hui des riches, et bien qui votent conservateurs. Certains après ont voté Donald Trump, ou ont voté Hillary Clinton. Après, malheureusement, on vote un peu par rapport aux personnages plutôt que par rapport à des idées. Ça, d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'en France est arrivé depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est qu'aujourd'hui, les Français ne votent plus par idéologie politique, ils votent par consuméristes. Intérieurement, ils votent pour des gens qui pensent être dans leur intérêt, mais pas dans l'intérêt collectif. C'est-à-dire voter pour le bien public, mais non, on ne vote pour ce que le président peut apporter à nous. Réduction d'impôts, oui, c'est super, c'est génial. Réduction et suppression des impôts locaux, oui, c'est génial. Ah oui, mais peut-être en 2025. Ouais, sauf qu'entre 2017, c'est 2017 qu'il a été élu, Macron, entre 2017 et 2025, ou 2024, il va y avoir une élection en 2022. Donc celui qui va arriver en 2022, ça se trouve, qu'on soit bien clair. Je vous donne juste un exemple. Il faut savoir que sous la gouvernance Hollande, par exemple, il y a un pesticide qui avait été interdit. Et bien là, sous la gouvernance de Macron, pour sauver le secteur de la betterave, les influences et les lobbies ont réussi à casser cette interdiction, et ils vont pouvoir réutiliser ce produit pesticide. Donc, vous voyez, c'est toujours facile de séduire les gens en politique par rapport au consumérisme, par rapport à la spécificité que l'on peut aller chercher chez des gens pour les séduire. Et c'est ce qui s'est passé avec Obama. Parce qu'évidemment, Barack Obama était le premier président, le premier candidat à la présidentielle afro-américain, même si, encore une fois, il était un métis. Mais même juste en face, on a fait un peu de la polémique, à savoir, est-ce qu'il est vraiment américain? Est-ce qu'il a vraiment
un état civil déclaré au niveau des États-Unis, etc. Donc évidemment, dans les milieux conservateurs, ils ont énormément joué sur le fait que c'est un Afro-Américain, mais c'est plutôt un métis, voire plutôt un métis avec un père kényan. Donc est-ce qu'il est vraiment... Enfin, encore une fois de plus, on est toujours dans de la stratégie qui n'est pas une surprise. Hein. De toute façon, aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Et même là aujourd'hui, Kamala Harris, il faut s'attendre à ce qu'on entende ou ce qu'on lise des choses concernant Kamala Harris. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez certains détracteurs de Kamala Harris qui sont en train d'aller fouiller pour voir ce qu'elle avait fait des promesses ou ce qu'elle avait essayé de faire pour les natives en Californie. Et puis il se trouve qu'elle n'a pas pu le faire, elle n'a pas pu concrétiser son projet. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de ne pas avoir concrétisé ce changement de réglementation par rapport aux natives. Car oui, aux États-Unis, il existe des réglementations suivant l'origine ethnique à laquelle vous appartenez, surtout concernant les natives, où parfois, justement, encore une fois de plus, dans le clientélisme électoral, on a fait du particularisme ethnico, voire religieux. C'est malheureusement, les États-Unis fonctionnent comme ça. C'est pour ça qu'en général, quand il y a des gens qui comparent les États-Unis avec la France, je dis attention, attention, parce que vous comparez des choses complètement différentes. En France, quand vous naissez français, la Constitution et les droits de l'homme considèrent que, en tant que citoyen français, vous êtes l'égal de n'importe quel autre citoyen français. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différenciation sur votre couleur de peau, sur votre religion ou selon l'endroit où vous êtes né, voire même les origines dont vous venez. Hein, vous êtes français. Donc en tant que français, vous respectez au même titre que n'importe qui d'autre les lois, les préceptes, les valeurs de la République. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-Unis, il faut savoir, par exemple, les Afro-Américains, dans certains États, il y a une loi fédérale qui avait été passée il y a très très longtemps maintenant pour justement rétablir la balance et compenser et essayer d'acheter un petit peu le pardon de la ségrégation qui, je le rappelle, a duré jusqu'en 1962 dans certains États du Sud. Même encore aujourd'hui, il y a certaines lois dans certains États qui, par exemple, je crois que c'est l'Alabama ou le Mississippi, où ils ont encore une loi où l'école mixte est interdite. C'est-à-dire pour les écoles, tout ce qui est équivalent en français, maternelle, je crois, maternelle, école primaire et collège, peut-être pas les collèges, mais surtout les cours élémentaires, école primaire et maternelle, il faut que je trouve les équivalents. Maternelle, école primaire. Cours préparatoire, je crois, juste avant les maternelles ou un truc comme ça, enfin je ne sais plus exactement. Donc, dans un de ces deux États, eh bien, il existe encore des lois qui interdisent la mixité, c'est-à-dire on ne peut pas mélanger les blancs avec les noirs. Et oui, même en 2020, il y a encore ce type de loi, parce que, oui, des associations, des corporations, des droits de l'homme, etc., ont essayé de lutter pour battre, pour essayer d'abroger ces types de lois, mais comme les autorités sont majoritairement blanches, voire peut-être majoritairement blanches conservatrices, eh bien, c'est toujours difficile de faire évoluer les choses. Je rappelle que, par exemple, en Caroline du Sud, ça ne fait que depuis l'année dernière que le drapeau confédéré qui figurait devant le bâtiment officiel du gouvernement de l'État de Caroline du Sud a été descendu. Mais jusqu'à présent, il était officiel, enfin, pas officiellement, mais il représentait l'histoire confédérée, encore une fois, pour des raisons électoralistes, c'est-à-dire pour du clientélisme, c'est-à-dire qu'on caresse dans le sens du poil une communauté, peut-être majoritaire, minoritaire, peu importe, mais ça capte de l'électorat. Et c'est pour ça que aujourd'hui, en ce qui concerne l'élection de 2020 au mois de novembre, pour l'instant, il est très difficile de jauger, savoir si les Américains vont majoritairement voter soit pour Donald Trump ou pour Joe Biden, suivant les événements qui se sont produits à cause des BLM, parce que les BLM, en effet, on veut défendre les droits des Afro-Américains, on veut de l'équité, on veut lutter contre la violence policière, etc. Le seul problème, c'est que ça a complètement dérapé. Ça a complètement dérapé au point de légitimer de la violence, au point qu'on a laissé intégrer l'ultra-gauche, au point qu'on a laissé intégrer des antifas, et qui aujourd'hui sont en train de foutre un bordel pas possible, un bordel sur lequel une majorité d'Américains progressistes, démocrates, ne sont pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que l'on a pris Kamala Harris pour essayer de
calmer un petit peu le jeu, pour essayer de calmer les ardeurs, voire les déconvenues ou les déceptions, parce que le plus important aujourd'hui, et ce qui était le plus important pour les démocrates depuis plusieurs années maintenant, c'était de reconquérir l'électorat démocrate déçu par les 8 ans d'Obama. Ce qu'ils n'ont pas su faire, puisque se sont tellement focalisés pour trouver une solution pour dégager Donald Trump pendant ces 4 ans, qu'ils ont perdu 4 ans. Ils ont perdu 4 ans à essayer de trouver des raisons, des éléments, des preuves, etc., dans le Russia-Gate, etc., sauf que ça n'a abouti à rien. Donc ils ont perdu 4 ans d'énergie, 4 ans de fric, 4 ans ils ont perdu du temps pour essayer de reconstruire quelque chose. Et au moment où il a fallu choisir des candidats, etc., je rappelle, il y a eu 25 candidats à la base sur la primaire, donc ça fait partie du show à l'américaine, de la démocratie américaine, de la primaire, pour permettre aux Américains de choisir leur candidat. Mais en réalité, je vous le dis tout de suite, c'est un show à l'américaine. C'est qu'on a déjà un candidat qui est propice à être celui qui va être choisi, et quelle que soit la circonstance. Si jamais 2 ou 3 candidats commencent à lui taper dessus, ou commencent à le monter, ce qui s'est passé d'ailleurs avec Sanders et Warren, qui ont pris les devants, qui ont pris le peloton de tête, et que Biden s'est retrouvé derrière, eh bien ils ont fait le nécessaire pour que Biden reprenne la place devant. Alors, on ne va pas expliquer comment, etc. Je vous donne juste un petit exemple. Il faut savoir que, par exemple, pour un caucus, c'était pas un caucus, mais c'était une élection à Atlanta, en Géorgie, il se trouve que ça s'est très très mal passé parce qu'il y a des bureaux de vote qui ont été déconnectés. C'est-à-dire qu'il y a eu une coupure, vous savez, c'est des votes électroniques. Et il y a eu une interruption de connexion dans beaucoup de bureaux de vote, si bien qu'en fait, il y a des Américains qui n'ont pas pu voter. C'est un exemple, parmi tant d'autres, sur lesquels, évidemment, les médias ne parlent pas, on étouffe les choses, parce que justement, on ne veut pas que les Américains prennent conscience que finalement, s'ils votent pour des primaires, en fait, ils vont voter juste pour le show, parce qu'en réalité, le parti a décidé qui sera le candidat au détriment de la décision démocratique. C'est quelque chose qui est assez acquis aux États-Unis, mais sur lequel évidemment aucun média ne parle, parce que ça serait remettre en question le principe même démocratique, le principe même du système démocratique américain. Petit aparté dont que je clôt immédiatement. Et donc, le problème qui se pose évidemment, c'est qu'aujourd'hui, en effet, Kamala Harris est sans doute la bouée de sauvetage qui devait arriver pour permettre à Joe Biden de recevoir, disons, tout d'un coup, un plébiscite, un espoir de vote pour le mois de novembre. Mais encore une fois, on est en face d'une situation complètement ubuesque, c'est-à-dire que va y avoir à peu près, je pense, je vous le dis sincèrement, je pense qu'il y a plus de la moitié des Américains qui vont voter Joe Biden, qui ne voteront pas pour Joe Biden, et qui vont voter parce que c'est Kamala Harris. Donc ce qui veut dire que Kamala Harris, qui va devenir vice-présidente, vu la popularité de Joe Biden, qui est vraiment très très basse, je pense que Joe Biden ne fera pas ces 4 ans. Je pense qu'ils vont faire en sorte de le dégager, alors pour une raison X, pour des raisons de santé par exemple, il pourrait très bien tomber très malade, etc., et ne pas pouvoir continuer son mandat, et permettre à Kamala Harris de passer de vice-présidente à présidente. Elle deviendrait donc la première femme présidente des États-Unis, qui plus est démocrate, qui plus est représentative des communautés colorées, assimilables, afro-américaines. Et c'est bingo. Le problème, c'est qu'en effet, si Kamala Harris est aujourd'hui une candidate qui, dans sa mentalité, dans sa personnalité, est très appréciée des milieux progressistes modérés, le problème, c'est qu'avec Joe Biden, ils vont récupérer une Amérique qui est dans le trou, surtout économiquement, qui est dans le trou. Dans la diversité, ils sont dans le trou. Les BLM, c'est une catastrophe. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de résoudre le problème, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de maires de certaines grandes villes qui vont perdre leur municipalité et prendre le risque que les municipalités basculent du côté républicain.
parce que bon, je veux dire, c'est bien gentil de s'aligner avec des manifestants, parce que, encore une fois de plus, on est dans le clientélisme, hein, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans le clientélisme idéologique, on est dans le clientélisme, communautaire et non idéologique, et de ce fait, il y a beaucoup de maires aujourd'hui qui sont en train de se mettre à dos toute la couche socialisée, cette couche socialisée dont les maires ont besoin, parce que c'est eux qui quand même payent le plus d'impôts, c'est quand même eux qui font parfois vivre les villes avec la fiscalité de ces villes, qui sont parfois très élevées, hein, quasiment tous les centres-villes ont des fiscalités relativement élevées. La preuve en est, c'est que si on construit aujourd'hui des buildings un peu partout, voire même, je prends l'exemple de cette tour-là, vous savez, c'est cette tour qui est à New York, c'est aujourd'hui la tour la plus fine et la plus haute en tant qu'appartement d'habitation. Donc ça veut dire que c'est des habitations, alors je crois que c'est à coût de 16 millions, même peut-être plus cher, hein. Enfin je vous mettrai le chiffre ici si j'arrive à le retrouver. Donc ça veut dire qu'il faut des gens aisés, pour acheter ces appartements-là. Sauf que quand vous avez le maire de New York qui est pour caresser dans le sens du poil les idéologies de gauche, ultra-progressistes, ultra-gauche, etc., et qu'on décide de réduire les budgets de la police de Manhattan, on sait bien que au niveau insécurité, au niveau délinquance, etc., Manhattan va commencer à être un coin malfamé. Hein, je ne vais pas revenir sur ce qu'a été Manhattan pendant un certain temps, surtout Broadway, ce qui était tout le quartier Madison Square Garden, etc., qui est aujourd'hui très touristique, avec tous les panneaux, etc. Mais dans les années 70, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez trouver des vidéos ou des photos, c'était pas du tout ça. C'était touristique, mais c'était malfamé quand même. C'était des cinémas porno, c'était des vendeurs de drogue, c'était des bagarres quasiment tous les soirs, c'était des meurtres, etc. Donc tout ça dans les années 80, ça a été assaini, on va dire. Ils ont repris un peu les choses à la méthode Sarkozy, hein, ils ont passé le Karcher pour. Donc évidemment, c'est un risque. Et ce risque-là, même les habitants de New York progressistes se disent oui, attendez, on est progressiste, on est démocrate, mais on n'est pas des cons non plus, on n'est pas des pigeons, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer pour des conneries, parce que pour faire plaisir à des communautés, on va baisser les budgets de la police, parce que du coup, s'il y a des délinquances qui augmentent, s'il y a du crime qui augmente, s'il y a actuellement, il faut savoir qu'il y a certains endroits qui ont été dépouillés, où il y a eu des vols, des pillages, etc., dans Manhattan. Attendez, il y a un moment donné, vous gagnez au loto, vous gagnez, je sais pas, 100 millions de dollars, vous avez envie d'acheter un appartement. Vous croyez que vous allez acheter un appartement dans New York quand vous allez avoir le prix de l'immobilier qui va baisser? Faut savoir que déjà, sur le marché de la location, il y a certains secteurs de Manhattan où ils ont été obligés de réduire les prix, parce qu'ils ne trouvent pas preneur. Bon, c'est encore très cher, hein, mais c'est un signe. Vous avez déjà des immeubles de bureaux où ils sont en train de perdre leurs clients parce que, à cause du télétravail, les gens se disent « j'ai pas envie de me faire chier à vivre en centre-ville de Manhattan avec la circulation, la pollution, etc. Puis maintenant, s'il y a de la délinquance, etc. Eh ben, je vais aller vivre au nord de Coney Island ou je vais aller vivre dans le New Jersey, dans un petit coin peinard, tranquille, où l'art de vie sera peut-être un peu meilleur que de vivre dans cette mégalopole. » Et sauf que le problème, c'est qu'évidemment, le télétravail pousse des gens vers l'extérieur, donc du coup, il y a des entreprises aujourd'hui qui disent j'ai plus besoin de 2000 m² de bureau, j'en ai juste besoin de 200 pour mon système informatique, etc. Donc, voilà, vous voyez, c'est tout un cheminement de conséquences. Donc, ce qui va se passer après ces élections, donc je reviens à ces élections présidentielles avec Kamala Harris, c'est que si Biden est élu, je peux vous dire que les BLM, ils vont se serrer la vis. C'est-à-dire, ils vont dire au BLM, ok, on vous soutient dans votre mouvement, on va se trouver des accords pour faire plaisir, mais par contre, les manifs, terminés, les ultra-gauches, ils dégagent, certainement au sein du Parti démocrate, ils vont s'occuper de certains philanthropes pour leur dire maintenant, vous vous calmez, vous arrêtez de financer BLM, financez ce que vous voulez d'autre, etc., mais de toute façon, le mouvement BLM, on va le tuer, dans l'œuf, hein,
ça va être terminé pour eux. Vous verrez, hein, on en reparlera dans plusieurs mois de ce que je viens de dire là dans cette vidéo. Et donc voilà, donc Kamala Harris, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, je pense qu'elle est la bouée de secours, qu'elle est le plan B pour éventuellement la glisser en temps voulu lorsque Biden sera élu, peut-être dans un an et demi, suivant la conjoncture et la situation économique, sociale, si on est vraiment encore dans... Parce que ça va avoir des répercussions énormes. Hein. Je rappelle que là, Donald Trump vient de revoter un décret pour réallonger une aide aux sans-emploi, donc c'est-à-dire que les sans-emploi qui ne peuvent pas retrouver d'emploi actuellement vont toucher 400 $ par semaine d'aide, en plus de leur droit de chômage. Mais ça jusqu'au mois de novembre, évidemment, jusqu'aux élections. Hein. Mais après, si certains pans et secteurs de l'économie ne repartent pas, ou sont dans une merde noire, ou s'il y a des faillites, etc., forcément, ceux qui ont perdu leur emploi depuis le mois de février, il y en a une partie qui ne vont jamais retrouver, hein, parce que, évidemment, il y aura aussi un dumping social, c'est-à-dire que tous les serveurs de restaurants qui se sont fait virer, etc., s'ils étaient payés peut-être à 8 $ de l'heure, on va leur dire, oui, on te reprend, mais par contre, tu comprendras qu'économiquement, il faut qu'on fasse attention, donc là, on ne te reprend plus à 7 $ de l'heure, mais on va te reprendre à 8 $ de l'heure, mais on va te reprendre à 5 $ de l'heure. Hein, je rappelle que la moyenne du taux horaire aux États-Unis fédéral, c'est 7,25, je crois, 7,25. Alors après, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo, ça dépend des États, parce qu'il y a des États, il y a des endroits où c'est plus cher, par exemple en Californie. En Californie, je crois que c'est 12 $ de l'heure, le taux horaire minimum, parce que il faut quand même avoir un taux horaire qui soit équivalent par rapport au coût de la vie, à l'inflation, etc. Et je crois que le moins, c'est en Géorgie, où je crois qu'en Géorgie, ils sont presque à 5 $, presque 6 $, ils sont bien en dessous d'ailleurs du niveau fédéral, hors taxe, hein, évidemment. Donc là-dessus, il y a les impôts, hein, parce que ici les impôts sont pris à la source, hein, on ne paye pas de tiers payants, ou on ne paye pas mensuellement, non, c'est quand vous gagnez votre vie, quand vous travaillez, eh bien, automatiquement, l'employeur reverse ce que vous devez aux impôts, suivant votre niveau de salaire, évidemment. Plus quelques taxes, etc. Mais je vous rassure, aux États-Unis, il n'y a pas autant de charges qu'en France. Hein. Je crois aux États-Unis, je crois qu'on est aux alentours peut-être de 14 ou 15% de charges. Donc on est bien en dessous de ce qu'on a en France, mais par contre les niveaux de salaire dans certains secteurs sont très très bas. Hein. Ça là-dessus, malheureusement, c'est le gros problème du dumping social. Et donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est Kamala Harris, je pense qu'elle a certainement un destin qui est tracé. On verra l'élection. Déjà, il faut qu'il soit élu avec Biden, parce que même si là, c'est clair que Kamala Harris va être un atout majeur pour peut-être changer ou véritablement inverser la vapeur. Et d'ailleurs, déjà sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, je suis content que ça soit Kamala Harris, ça me réconforte finalement de voter pour Joe Biden, parce qu'avant, je n'aurais jamais voté pour lui. Donc ce qui prouve bien que c'est elle qui va en fait attirer l'électorat et non pas Joe Biden. Donc encore une fois de plus, vous voyez, on est vraiment dans un truc complètement délirant. Hein. C'est-à-dire voter non pas pour le candidat présidentiel, mais pour son vice-président. Enfin, ça devient du délire. Mais ceci dit, les chances que Donald Trump soit réélu sont encore possibles. Encore une fois de plus, parce que je vous dis, il est très difficile aujourd'hui de voir une vision globale de la population américaine, parce qu'encore plus, le problème des BLM, etc., c'est que ça a incité les gens à se taire. C'est-à-dire qu'ils n'expriment pas leurs idées, ils n'expriment pas leurs opinions par rapport à ce qu'ils pourraient éventuellement voter au mois de novembre. Donc du coup, toutes les sondages, je vous dis, ne suivez pas trop les sondages qui vont être sortis sur l'élection présidentielle, parce qu'ils sont complètement faussés. Parce que vous allez avoir beaucoup d'Américains qui, en fait, ne s'exprimeront pas, ne diront pas pour qui ils vont voter, alors qu'en réalité, ils vont peut-être voter pour Donald Trump. Hein, ça va se jouer, en fait, sur, encore une fois de plus, sur le clientélisme que certains Américains pourraient trouver, pas idéologiquement, mais plutôt économiquement, socialement. Il est évident que socialement,
c'est plutôt les démocrates, économiquement, c'est plutôt les conservateurs. Après, c'est une question, voilà, c'est une question de proportion, et cette proportion, elle aujourd'hui est très difficile à évaluer, elle est très difficile à estimer, même si, encore une fois de plus, vu la vendetta qu'il y a contre Donald Trump, on a vraiment l'impression que tout le monde est contre lui, et d'ailleurs, c'est quasiment, même ses collaborateurs les plus proches aujourd'hui, n'y croient plus. C'est-à-dire que c'est pour eux, ça y est, c'est fini. Je veux dire, le mois de novembre, il se fait éjecter et puis c'est terminé. Donc là, je pense qu'il y en a certains qui vont commencer à vouloir penser à se recaser un peu à droite à gauche. Ce qui va être un peu plus difficile parce que si vous êtes un collaborateur de l'administration de Donald Trump, pour après, ça va être compliqué de trouver du boulot. Hein. Donc à mon avis, il y a des mecs qui sont en train déjà de commencer à vouloir placer leur jalon pour l'après-Trump. Mais encore une fois, rien n'est joué, Donald Trump peut encore l'emporter. Hein, je rappelle, ce système aux États-Unis, le système des grands électeurs. Hein, je rappelle qu'en 2016, Hillary Clinton, si on avait fonctionné sur un vote au suffrage universel, Hillary Clinton l'emportait. Hein, elle l'emportait pas d'un chouïa, hein, mais bien de quelques millions de voix supplémentaires. Hein. Je crois me souvenir que c'était à peu près 60 millions ou 80 millions, je ne sais plus exactement. Enfin, j'essaierai de retrouver les chiffres, je vous les mettrai voilà, ici pour voir que si aux États-Unis en 2016 on avait fonctionné sur un système au suffrage universel, bah, vous constatez qu'en effet Hillary Clinton l'aurait remporté. Mais comme ce n'est pas au suffrage universel un système adapté et adaptable à la population américaine, parce qu'il y a 50 États et que les 50 États, vous ne pouvez pas laisser par exemple une dizaine d'États surpeuplés finalement décider du destin des États-Unis au détriment des 40 autres. Donc vous voyez pourquoi il y a ce principe des grands électeurs, de telle manière à ce que même si un président emporte 3, 4 ou 5 des États qui a le plus de grands électeurs, bah, les autres peuvent aussi déterminer que celui qui est en face, même avec des États avec très très peu de grands électeurs, puisse l'emporter. C'est exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump. Et Donald Trump a remporté l'élection parce qu'il a remporté un des États cruciaux. Je ne me souviens plus duquel d'ailleurs, je crois que c'était l'Ohio qui a été un petit peu décisif sur la question. Et donc voilà, c'était ça se joue généralement sur la domination idéologique, quoi qu'idéologique, encore une fois de plus, je n'ai pas trop utilisé ce mot-là aux États-Unis parce que je ne connais pas un seul Américain qui a une position idéologique, hein, c'est souvent du clientélisme, c'est de la politique consumériste, hein, comme on dit. Donc on verra bien ce qu'il en adviendra. Si jamais Joe Biden gagne, eh bien rappelez-vous ce que je vous dis, hein, je pense que, à mon avis, il ne fera pas ses 4 ans, il démissionnera ou passera la main à sa vice-présidente pour que Kamala Harris devienne finalement la première présidente des États-Unis d'Amérique. Voilà. On en reparlera, on verra comment ça se passe. Et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous et à la prochaine.